Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et vous êtes là pour une nouvelle émission du format Back Issues dédié à quelques comics sortis en VO pour celles et ceux qui n'ont pas peur de lire en anglais, qui ont bien suivi leur cours au collège ou tout simplement qui ont envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et qu'est-ce qui potentiellement sera votre lecture préférée de demain quand ça arrivera en version française. Corentin, tu es avec moi, bien entendu. Bonjour. Puisque quelque part, tu fais partie des meubles de ce podcast. Mais en général, oui, effectivement. Aussi. Quelque part, et même à cet endroit-là. C'est-à-dire que très souvent, quand on arrive chez Corentin, on pose son manteau sur lui. Exactement. Voilà. Je suis un porte-manteau de ton appartement. Et de luxe. Voilà. Quand même. Oui, tout à fait. Puisque tu es un porte-manteau qui fait des blagues et qui nous fait rire. Puisque selon un sondage IFOP, la troisième raison pour laquelle les gens écoutent First Print, c'est pour ton rire, Corentin. Donc, c'est Arnaud. Et la première, c'est Arnaud. La deuxième, c'est Arnaud. Et la deuxième, c'est Arnaud aussi. Et après, il y a le rire de Corentin. Il y a Arnaud. Kikou. Ça va être... Non, je veux dire, c'est Arnaud rigolo, et après, c'est le rire de Corentin. Merveilleux. Puisque les deux vont un petit peu de pair. On peut y aller, du coup. Là, on peut y aller, effectivement. C'était une bonne intro. Ça ne s'arrête jamais. Corentin, qu'est-ce que tu as lu pour ce Back Issues VO? Quel est donc un petit peu le premier item de ta sélection? Oui, alors c'est pas dans l'ordre qualitatif, hein. Mais j'ai lu Geiger de Geoff Johns, Gary Frank et un coloriste. C'est Brad Anderson qui travaille avec eux depuis beaucoup d'années, parce qu'il a fait les Batman Earth One avec, il a fait Doomsday Clock, tout ce genre de choses. Et oui, justement, Geiger chez Image Comics, c'est sorti, et c'est le premier titre en creator own de Mad Ghost de Geoff Johns, voilà, sous son imprint Mad Ghost. Alors Gary Frank avait déjà fait de l'indé avant, mais en tout cas là c'est vraiment le premier creator owned de Geoff Johns. C'est leur première création en indé à tous les trois même, avec Brad Anderson. Et grosso modo, de quoi ça parle? Eh bien, c'est une réinvention des origines de Dr. Phosphorus dans un monde post-apocalyptique. Je caricature un petit peu, mais grosso modo, on est dans un univers à la Mad Max, c'est un conflit nucléaire qui a dégénéré, et donc on s'intéresse à la légende d'un homme qui a survécu en fait en dehors d'un abri atomique quand les bombes ont plu, et qui a donc des capacités liées atomiques, voilà, tout simplement. Il brille dans le noir, mais pas que, et donc il est devenu une sorte de légende vivante, un peu une forme de boogeyman. Et donc voilà, on suit en fait grosso modo des personnes qui racontent son histoire, sa légende vivante, a priori avec l'idée de comprendre quelles sont ses intentions, et que tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a perdu sa famille le jour, on va dire, le jour de la bombe A, grosso modo, ou H. Chamel de Booz, oui, tout à fait. Plutôt. C'est toutes les bombes, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et, explosion nucléaire. Et donc, Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier numéro? Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était original. Je sais pas s'il y a grand chose à en penser pour le moment. C'était très original. On en parle parce que c'est un événement, c'est Geoff Johns. Vous savez ce qu'on pense de la carrière récente de Geoff Johns chez DC Comics. Il y a eu du bon, comme le tie-in à Death Metal qui était bien, Superboy. Il y a eu du moins bon, comme Three Jokers, et il y a eu beaucoup de cinéma et de séries télé, ce qui fait qu'il a un peu quitté. Il n'est pas impossible d'ailleurs que Mad Ghost soit une sorte d'antichambre de produits qui serait ensuite destiné à devenir des films ou des séries télé. Là, en l'occurrence, c'est relativement ciné-compatible. Ah, très. Je trouve le design peut-être un peu trop BD pour le moment, mais... Donc ouais, alors c'est intéressant parce qu'au départ, si tu veux, donc il se situe sur l'apocalypse nucléaire qui effectivement est très classique. Dans 10 ans. On fait peur à personne dans 20 ans. C'est 20 ans après qu'on retrouve le personnage. Ouais, mais c'est en 2030 qu'elle a lieu. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un bond entre le moment et le moment où on retrouve le personnage. Donc on fait peur à personne, c'est très classique, c'est très conventionnel. Effectivement, donc il y a cette espèce de, on va dire, d'agent des services secrets a priori qui aurait anticipé le truc et aurait sollicité un bunker dans lequel il enferme sa famille. L'explosion nucléaire à la Phosphorus ou Manhattan lui donne effectivement des pouvoirs. Et voilà, après on voit effectivement qu'il y a une sorte de nouvelle civilisation qui s'est organisée comme une sorte de nouvelle féodalité avec un roi à Las Vegas.
C'est très basique. Alors il y a des trucs qui m'ont fait un peu rire, comme par exemple au début, il y a un plan où on voit là, une télévision allumée qui fait référence à des événements de la vraie vie, comme tu sais les fameux monolithes qui sont apparus comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais, et puis moi je pense que ça fait référence à ces trucs qui étaient apparus en 2020 justement. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Voilà. Okay. Je parle de ce truc-là, pas du film 2001. Je parle de bon, récemment il y a eu des stèles qui sont vraiment apparues, voilà. Donc là, et certains pensaient que c'était du marketing pour le retour des Daft Punk. Lol. Mais on les embrasse quand même. C'est beau d'avoir de l'imagination. Alors il y a aussi une sorte de référence, de comparatif filé avec un comics, enfin une bande dessinée jeunesse qui parle d'un robot soldat, Sneaky Joe, je crois, un truc comme ça. Donc ça, je vois pas trop où est-ce qu'il veut en venir. Peut-être que ça va intervenir plus tard, peut-être que c'est une sorte d'hommage méta à un truc qui l'a inspiré à faire cette histoire. Mais pour le moment, ouais, enfin c'est vraiment très conventionnel et il n'y a pas vraiment de caractère particulier qui se dégage de l'histoire. Bah, le perso, il est naze. Hein, le perso a un costume que je trouve vraiment pas inspiré. On sent que c'est un design de Gary Frank, ce qui fait que du coup, bah, il est très rétro, quoi. C'est armure, cape et yeux qui brillent. Voilà, j'avoue, je sais pas trop encore vraiment quoi en dire. C'est vrai que on attendait un petit peu autre chose de la part de Geoff Johns, qui est quand même le mec qui avait quelque part un petit peu anticipé l'imaginaire de Avatar avec le titre avorté Echo chez avec Michael Turner, chez la boîte de Michael Turner. Top Cow ? Non, Aspen. Aspen, oui, pardon. Et voilà, c'est qui n'est jamais sorti et qui aurait été le truc qui aurait après motivé l'imaginaire graphique de Avatar. Bon, ça, c'est à prendre ou à laisser. Non, ça c'était une émission sur la 2, je crois. Ouais, mais encore avant, c'était une expression française, du coup, donc ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ça n'a jamais grand sens quand je fais des blagues. Mais du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on a pensé, toi j'étais là, je faisais, c'est tout, quoi, c'est tout. Tu sais, comme dans, je sais pas si tu l'auras ça là, dans la VF de StarCraft, t'avais les vautours qui étaient donc l'unité pilotée avec des sortes de véhicules un petit peu à pointe allongée, et quand tu leur donnais juste un truc à te déplacer et que t'avais plus grand chose à leur faire et que tu cliquais dessus, ils faisaient quoi, c'est tout. Voilà, donc c'était très long pour expliquer cette référence. Merci pour cette belle anecdote. Et je pense que les gens qui jouent à StarCraft en VF à l'époque s'en souviendront. Bref, donc j'étais vraiment en mode ouais, c'est tout ce que t'as à me donner à manger, parce que j'étais quand même plutôt... C'est vrai que de toute façon, on avait le pitch de départ, on avait l'idée générale, et c'est un peu le risque quand tu as des numéros 1 qui sont quand même souvent très introductifs, et que justement la lecture du premier numéro n'aille pas plus loin que ce que le pitch donne, sachant que quand tu es limité à 20-30 pages, effectivement, tu n'as pas forcément la place d'aller plus loin. C'est-à-dire que par exemple, le contre-exemple parfait, c'était le Ultra Méga de James Aaron, où le résumé, en fait, était pas du tout indicateur de ce qui allait se passer. Ça allait beaucoup plus loin, mais parce qu'il y avait aussi 3 fois plus de pages. Donc là, par contre, clairement, on me dit... Sur le résumé, ça va te parler d'un mec qui a survécu à une apocalypse nucléaire et qui ressemble à Dr Phosphorus. C'est exactement ce que j'ai eu, à part effectivement sur la toute fin où on présente un peu l'autre volet, ce qui sera certainement l'antagoniste. J'aime bien cette idée-là, je la trouve plutôt rigolote, mais dans l'ensemble, en ayant pourtant... alors je suis pas le plus grand fan de post-apo et de choses de ce genre-là, je pense que j'en ai quand même lu, vu, regardé, tu vois, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'original dans cette proposition ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce que Geoff Johns veut vraiment nous raconter? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de main tendue à Game of Thrones, avec l'espèce de jeune roi un peu caractériel. Ouais. Un truc à la Borderlands avec cette espèce. Enfin, on te montre que c'est un monde de factions avec différents chefs et différentes armées potentielles. Oui, puis il veut te parler de famille parce que c'est ce qu'il me. Enfin, il a des. Voilà, ça lui tient à cœur de parler de famille. Le fait que ce soit une famille de personnes de couleur aussi, par rapport à la scène de l'ouverture, a un petit intérêt aussi. Sur le contexte, non, mais notamment puisque de façon plus ou moins curieuse, et peut-être par rapport à d'autres événements liés au Geoff Johns, c'est le père d'enfants métis. Voilà, de une, mais aussi qu'il a des origines lui-même libanaises, en fait. C'est vrai qu'on ne l'avait pas abordé dans un précédent podcast, mais Simon Baz est libanais, et je sais que ça, tu vois, ça a été motivé dans la création, donc mais après, ça se voit pas sur sa tête forcément. C'est quand même aussi un très gros stéréotype du père qui veut protéger sa famille. C'est très américain, c'est même très blanco-américain. Oui. J'ai l'impression vraiment d'avoir vu ça, 10... Voilà, le truc, c'est que sur la base de ce seul numéro, en vrai, tu vois, on me dit, est-ce que tu veux lire la suite? Là, je ressens pas l'envie. Même Gary Frank, enfin, j'adore ce que fait Gary Frank dans le dessin, tout ça, mais là, dans la compo, dans le découpage et tout, il n'y a pas... Il n'y a pas de gros flex musculaire de genre, regardez, je suis Gary Frank quand même, les gars, par rapport à ce qu'il avait fait sur Doomsday Clock, justement, qui était vraiment un cran au-dessus. Mais après, il y avait cette espèce de challenge d'imiter ce que faisait Dave Gibbons en termes de découpage, de mise en scène et tout, que là, pour le coup, c'est vraiment... Limite, c'est pas très... Enfin, à part ses références à Trump et au monolithe et tout, c'est même pas très 2021 compatible. Enfin, t'as l'impression que la série sort des années 80-90, quand il y avait encore la peur nucléaire.
que là, en l'occurrence, ou qu'elle est déplacée par rapport à la crise avec la Corée. Ou... Là, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça même raconte grand-chose sur le présent. Donc voilà, moi je dirais à la limite, effectivement, attendez peut-être les 6 premiers numéros, qu'on puisse se faire une idée globale de là où il veut nous emmener. Faut pas trop se faire d'illusions, à mon avis, ça arrivera en France, ça, tôt ou tard, vu le tandem créatif. Mais surtout, c'est par rapport, tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est... tu vas devoir m'aider, la série de Robert Kirkman avec l'artiste italien sur les 2 mondes qui s'appelle Oblivion Song. Tout à fait. Voilà, donc avec Lorenzo De Felici. Voilà, Oblivion Song, typiquement, c'est un peu les mêmes codes, c'est-à-dire c'est un peu le même côté post-apo, plus ou moins, avec un homme solitaire qui peut interagir avec ce côté-là. Vas-y. Ouais, non, c'est vrai que de vue de dos, le design de Nathan, c'est exactement pareil. Avec la cape verte et tout. Sauf que justement, dans les Kirkman, il arrive toujours à trouver une sorte de gimmick qui t'accroche et qui donne une sorte de sens de l'originalité. Que là, honnêtement, je pense si vous avez lu Hokuto no Ken, si vous avez joué à Borderlands, si vous avez vu les Mad Max, il n'y a pas grand-chose pour l'instant à en tirer. Donc effectivement, attendez peut-être le trade, qu'on ait un avis plus global sur l'originalité réelle de ce titre. De ce projet, effectivement. Allez, on passe à la suite avec une parution qui vient de démarrer chez Aftershock Comics, donc petite maison d'édition qui a 5 ans passé maintenant, en fait, hein, c'était en 2015 déjà qu'ils étaient apparus. Ça commence à dater, oui. Corentin, on se fait vieux. Et donc, qui propose un nouveau titre qui surfe un petit peu avec le registre du super-héros, mais pas complètement. Donc, c'est écrit par Steve Orlando et c'est dessiné par Patrick Piazzalunga. J'ai envie de faire une blague sur les pizzas, mais du coup, non. J'ai le droit, je suis italien. Piazza en plus. Ouais, mais Pizzalunga, du coup, je sais pas. Je suis sûr qu'on lui a fait cette blague quand il était gamin, tu vois. C'est que moi, on faisait Thomas Zizi, du coup. Voilà. Et tu vois, ça te fait rire encore. tu vois que t'es resté cruel. En fait, non, ça m'est pas rire, c'est juste, je repense à l'autre fois quand il y a Beaujouan qui était là et qui t'avait appelé Thomas. Et je me suis demandé si combien de gens croyaient que Zini c'était ton nom et que Thomas c'est ton prénom. Tu vois. Et figure-toi qu'il y a encore 10 jours. Thomas Zini. Il y a 10 jours, figure-toi que. c'est pas drôle. Tu sais que j'en ai souffert en plus. En plus, t'as un peu une gueule de Thomas. Du coup, ouais, non, mais figure-toi juste qu'il y a encore 10 jours, un éditeur avec qui pourtant je suis en contact très souvent et tout m'a appelé Thomas encore. C'est-à-dire que même les gens avec qui tu bosses depuis des années. Tu sais, moi j'ai des gens qui m'appellent Olivier, d'autres Corentin. Ouais, mais toi, c'est parce que c'est. Toi, il y a eu un vrai problème sur le registre à la naissance, quoi, clairement. Je suis piégé à vie avec ce truc-là. C'est ça. Des fois, des gens se feraient, je leur fais Olivier et Corentin, ils font ah bon, c'est lequel c'est Olivier ton prénom et Corentin ton nom de famille. Bref, nous avons tous des traumatismes. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je veux dire, je suis pas devenu assistante sociale, Corentin. Je vous aime quand même, c'est pas grave. Donc, on va continuer de parler. Donc, c'est vachement bien, Project Patron. De Project Patron, voilà. De quoi ça parle? Alors, ça parle, c'est un peu une sorte de suite spirituelle de la mort de Superman, puisque donc c'est un monde dans lequel il y a un Superman, qui a priori est un héros alien. Qui un jour affronte le WoE, donc WOE, qui est le nom du vilain, qui a causé l'extinction des dinosaures. C'est un petit peu à la One Punch Man, tu vois, genre le côté le super vilain qui était caché depuis le début puis qui revient. Donc en l'occurrence, le patron l'affronte, le bat, mais meurt. En tout cas, il est laissé pour mort. Et quelques temps plus tard, le patron réapparaît. Il sort de terre à la Zack Snyder et tout le monde croit que c'est bon, il est ressuscité parce que c'est normal, c'est le super-héros, c'est Jésus, etc. On s'aperçoit vite qu'en fait non, ce n'est pas le vrai patron, c'est plutôt une sorte de drone, de robot piloté à distance par une équipe. Et cette équipe va se découper pour présenter un petit peu les différentes menaces auxquelles pourrait être confronté le patron. Donc il y en a un qui est très fort, donc il a grosso modo pour les grosses menaces parce qu'il a de la patate. Surtout les menaces les plus physiques. Voilà. Une qui est très intelligente parce que ce personnage-là justement affronte souvent des menaces un petit peu cosmiques aussi ou qui nécessitent d'avoir des connaissances en sciences. Le chef de la bande qui est le colonel Cohn, je crois, qui lui pour le coup c'est un peu l'âme héroïque, la bravoure, le côté un peu très américain, très héros américain et patriote du patron. Et un nouveau venu qui lui va être là pour essayer d'incarner un peu la compassion, etc. Il se trouve que lui justement est là aussi pour espionner un petit peu l'équipe et pour être sûr que le patron ne soit pas utilisé à des fins X ou Y, etc. On ne sait encore pas trop par rapport à ça. Mais du coup, c'est vachement cool parce qu'effectivement, donc c'est une bonne mise en abîme de la mort de Superman. Quelque part, ça évoque aussi forcément Cyborg Superman, avec ce côté justement très Jésus. Enfin, c'est un patron qui ressemble vachement au Utopian de Mark Millar, parce que c'est les cheveux longs et blonds, un petit peu voilà la caricature de ce qu'on imagine comme Superman jésuite. Puis quelque part de Apollo aussi dans ce registre-là. Oui, tout à fait. Steve Orlando l'avait écrit, donc. Tout à fait. C'est du coup assez rigolo parce que quand le personnage apparaît après sa mort, c'est narré vraiment comme un vieux comics des années 70, avec justement ce côté très optimiste, très naïf aussi, genre quand les journalistes arrivent
et lui pose des questions qui sont là pour faire de l'exposition. En fait, c'est une sorte de mise en abîme justement du côté Superman dans les 70s. C'était vraiment cette écriture-là, ce héros du peuple. On te parle d'un super méchant à la Lex Luthor qui aurait disparu mais qui va peut-être revenir et ça inquiète un petit peu l'équipe. Et puis voilà, ça parle un petit peu de comment, je pense métaphoriquement, ça parle un petit peu de comment Superman déjà a évolué, comment il appartient justement maintenant à d'autres gens et compagnie. Il y a un côté un peu Pacific Rim, puisque quelque part, le fait de piloter ce personnage, ce drone à distance, comment dirais-je, entame la vie des pilotes. D'ailleurs, c'est vraiment Pacific Rim au niveau du Rift, tu sais, avec leur combi et tout, pour le contrôler, etc. C'est aussi quelque part une bonne réflexion sur justement la diversité du genre super-héros, parce qu'il y en a un qui est là vraiment pour faire le côté un petit peu patriote des origines, un qui est là plus pour les blockbusters d'action, une qui est là plus pour le côté métaphysique et les séries un peu de SF. Donc c'est effectivement, ça couvre un spectre un petit peu de ce que peut évoquer Superman en BD. J'ai très mal à la lèvre, donc je vais te laisser un peu parler pour me reposer, parce que ça fait mal. Et surtout, c'est très joli aussi, je trouve. Qu'en penses-tu, Arnaud ? Ah, je suis peut-être moins d'accord avec toi sur la patte artistique, mais j'ai effectivement, c'était vraiment pas désagréable à regarder. Il y a un côté un peu Michael Van Hemming, je dirais, tu vois, dans le dessin, ça le rapproche un peu de ça. Donc effectivement, un dessinateur que je connaissais pas outre mesure et qui, en tout cas, je trouvais est plutôt prometteur. Et sur l'analyse, j'ai envie de dire que je te rejoins c'est cool, assez rapidement. J'ai pas trop je dirais même que t'as vu plus loin que ce que moi j'ai pu en lire. Mais après, moi, sur le simple principe dans la présentation, parce que ça, là aussi, pareil, c'est toujours le piège de l'introduction, mais effectivement, dans la façon de présenter les personnages, d'introduire les concepts et de faire le travail en fait, d'exposition qui est assez nécessaire pour te faire capter tous les concepts et toutes les idées derrière, je trouve que Orlando s'exécute vachement bien et donne surtout envie de s'intéresser à chacun des personnages qui contrôlent le patron. Et en cela, je trouve que Project Patron, du coup, est vraiment prometteur dans ce qu'il a raconté. Donc moi, personnellement, je suis plutôt très chaud, et encore plus du fait que Orlando, les dernières choses que j'ai lues de lui, en vrai... Chez DC, il était vraiment. Chez DC, son Wonder Woman, c'était l'enfer. Ouais, Supergirl aussi, il avait fait. Supergirl, ça. Ouais, c'était vraiment pas. Midnighter, c'était bien. Midnighter et Apollo, c'était très bien. Midnighter, c'était il y a 4 ans, frère. Donc... Mais je sais, mais quelque part, c'est comme Jed McKay ou Philip Kennedy Johnson. C'est les mecs, si tu veux, qui ont commencé par faire un truc qui était vraiment bien, ou Ed Brisson, et qui après, en fait, à force d'enchaîner les contrats chez les Big Two, on oublie qu'en fait, ils ont du talent, et il faut qu'ils retournent vers l'indé pour retrouver ce souffle un petit peu. Steve Orlando, c'est pas aussi celui qui a fait Getting It Together chez Image, là, le truc à la Friends? C'est Sina Grace. Pardon. Ouais, okay. Ouais. Bah, peut-être que les deux, parce que, pour ceux qui ne savent pas, Steve Orlando est gay lui aussi. Non pas que ça ait un rôle à jouer dans Project Patron, mais du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que t'as confondu. Mais du coup, tu me mets le doute, en fait. Non, c'est Sina Grace. Non, c'est Sina Grace, je suis quasi sûr de moi. Presque, peut-être. Okay. Mais écoute. Mais bref, du coup, voilà, c'est une très bonne série. Et c'est un truc assez léger en plus. Enfin, c'est léger. Je veux dire, la fin du numéro est pas forcément légère, mais c'est un truc assez accessible. Moi, je le décris avec ce que je vois comme piste de lecture, on va dire, parce que c'est un peu comme ça que j'aime analyser les bouquins, mais on peut très bien le lire au premier degré comme une histoire sur Cyborg Superman et l'équipe, grosso modo, de Power Rangers qui contrôle cette espèce de Megazord là. Voilà. J'ai rien dit. Et très bien. Mais du coup, ouais, non, moi ça me donne carrément envie de revenir. Je pense que ça participe de ce côté un petit peu comme The Wrong Earth ou le récent truc, la Penultiman de Ahoy. Comme ces machins qui sont bons à lire si on aime les super-héros et qu'on en a un peu justement marre de la dynamique des Big Two, qu'on cherche de nouvelles idées. Là, il y a des nouvelles idées, c'est plutôt bien exécuté, ça a de la gueule, ça a de la personnalité, moi j'aime bien. Voilà. Eh bien, courant, c'est parfait. Du coup, on va... Et donc, du coup, tu m'as dit, c'était bien Sina Grace ? C'était bien Sina Grace, du coup, qui a fait Getting It Together, effectivement, dans mon cerveau. Pour en reparler un jour, d'ailleurs, parce que c'est sympathique. J'ai confondu les deux auteurs, et je m'en excuse. On passe du côté d'Image Comics de nouveau avec une nouvelle série qui était plutôt attendue. Ça s'appelle Shadecraft. C'est l'équipe de Skyward qui est de retour ensemble pour un nouveau titre. Donc il y a d'un côté comment il s'appelle de nouveau, Joe Henderson, qui avait écrit à Skyward, que vous pouvez retrouver bientôt au complet en VF chez iComics. Le 3e tome arrive à la fin de l'année
et on en a parlé dans un Back Issues en septembre-octobre là pour vous dire que c'était cool. Et donc Joe Anderson qui est aussi le showrunner de Lucifer, donc voilà, la balance karmique penche d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'il fait, mais avec Lee Garbett en tout cas ils avaient fait voilà une très bonne série. Lee Garbett il a dessiné du Lucifer aussi, il a quand même un style qui est très agréable à l'œil, et donc là il se retrouve dans ce forme de thriller façon un peu fantasy urbaine avec une pointe d'horrifique, quelque chose de très adolescent en tout cas, encore plus que ne l'était Skyward, qui pour moi a clairement et forcément c'est un peu ma pensée un petit peu influencée par le fait que je connais les travaux des personnages et notamment celui de Joe Anderson et le fait qu'il a des billes avec Netflix. Mais même sans ça, tu me fais lire le premier numéro, je fais c'est marrant, on dirait vachement une série Netflix ce truc. Or, le comics est déjà en voie d'adaptation pour la série. Non, j'avais déjà oublié ça. Et, mais je me rappelle plus si c'est pour Netflix particulièrement, si c'est juste que c'est en voie d'adaptation et ils iront démarcher quelqu'un d'autre. De toute façon, il va bientôt être libéré de ses obligations sur Lucifer, donc même d'ailleurs, je crois que la saison 6 est déjà tournée, donc il peut déjà embrayer sur la suite. Ah oui, mais après, mais c'est juste que oui, non, c'est ça, c'est adapté par Netflix déjà, donc il est déjà au travail là-dessus. Ça se voit un peu, effectivement, il y a ce côté adolescent, parce que Netflix produit beaucoup de trucs pour les ados en général, parce que c'est une démographie qui les intéresse sûrement. Donc effectivement, c'est une jeune nénette, comment s'appelle-t-elle, Zaya? Lizzie. Non, Zadie Lou, et c'est Crazy Zadie. Voilà, Crazy Zadie, je sais pas Zaya. Bref, Crazy Zadie. Donc effectivement, qui est pote avec 2 personnes dans son petit lycée, qui est un peu la jeune fille. Voilà, trouvons des termes qui sont beaucoup mieux. Un peu solitaire, un peu rigolote, un peu excentrique, qui est pas la fille populaire, qui est pas non plus la fille très impopulaire, et qui effectivement, en rentrant des cours, va être surprise par une ombre menaçante, et elle se met à imaginer, ou en tout cas, on sait pas encore si c'est vrai ou pas vrai, elle se met à voir... Elle se fait trouer la veste. Oui, mais ça, tu vois ce que je veux dire. On ne sait pas encore. C'est vrai, on ne sait pas. Bon, non, ce sera probablement très premier degré, il n'y aura pas de twist de folie, mais en tout cas, voilà, les ombres menacent. On n'est pas chez Robert Kirkman. Exact. Les ombres menacent, mais les zombies, ils sont vrais dans le truc de Kirkman. Ou alors c'est Rick qui, depuis le début, est dans le coma, et t'imagines ? Il fera un numéro sur 94, et waouh, non, depuis le début, c'était faux. Donc c'est plutôt cool, effectivement, c'est assez frais. Il y a un vrai caractère dans l'héroïne, qui a de la personnalité, des bonnes vannes. C'est assez vivant, c'est assez incarné, justement. Tu sens qu'il s'est mis au service de son écriture. T'as une bonne écriture là-dessus. Voilà, pour essayer de comprendre des ados, pour en faire une héroïne attachante et pas tête à claque. Ce qui, moi, justement, pose souvent problème avec les histoires young adult, c'est que généralement les héros m'agacent. Que là, pour le coup, l'histoire est trop sympa, trop mignonne. Il y a un petit pan intrigue amoureux, un peu. Elle est cool, elle est marrante, un peu. C'est un peu weird. Elle agit de manière très maladroite, qui du coup, pareil, lui donne beaucoup plus de charme. Après, moi, j'avoue, le gadget, grosso modo, de l'horreur par l'ombre, ça me vend pas plus de rêves que ça, mais c'est vrai que c'est joli. C'est très joli. Et je pense que si vous êtes justement fan de son autre travail qui s'appelle Skyward, c'est ma mémoire aujourd'hui, Skyward, vous allez carrément kiffer parce que c'est dans les mêmes tons. En tout cas, au niveau graphique. Après, clairement, il y a quand même, Lee Garbett est moins. Détaille moins. J'ai l'impression que la direction artistique est un peu plus simple, tu vois, va dans un trait qui est un peu moins travaillé, dans le sens moins. L'univers même est un petit peu moins chargé, un peu plus simple. Mais c'est vrai que par rapport à l'utilisation de l'ancrage pour les ombres et tout ça, il y a quand même ça fait des bêtes d'effets, quoi. Et puis l'univers est moins chargé parce que le monde est plus normal. Ouais, oui, c'est moins high concept. On n'est pas dans un. Ouais, c'est beaucoup plus recentré en fait sur une personne, un petit établissement, enfin une petite ville. On est dans un petit cercle d'amis, alors que dans Skyward, t'allais explorer tout un monde en fait qui était bouleversé par l'absence totale de gravité. Tout à fait. Et alors tu disais, c'est à moitié de l'horreur. C'est vrai que très honnêtement, même si vous n'aimez pas les BD d'horreur, mais que vous aimez non, les BD pour ados, c'est de l'horreur de Tim Burton dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, quoi, grosso modo, tu vois. Ouais, moi je dirais même c'est de l'horreur chair de poule. Ouais. Genre, c'est de l'horreur qui fait pas peur. C'est de l'horreur c'est ça, pour installer un contexte, une idée. C'est-à-dire que c'est agréable à lire, ça fait pas peur. Les personnages ont l'air d'avoir du corps. Et puis si vous aimez ce côté un petit peu, la petite ville de banlieue avec le petit lycée, c'est un petit peu ce que justement, ce qui me fait peur, c'est que quand Netflix essaye de faire ça en général, ça donne la série Lock and Key, qui n'est pas une très bonne série. Donc peut-être que ce sera la BD qui sera la meilleure des produits de production de cet univers.
Oui, et en même temps, vu que ça a été travaillé a priori, enfin franchement, je soupçonne vraiment, c'est peut-être le seul truc qui me désolerait un petit peu, c'est de me dire que pour cette nouvelle création, en fait, il s'est un peu bridé sur les idées, sur l'imaginaire et sur ce genre de choses. Après, encore une fois, c'est le premier numéro, donc ça se trouve, ouais, il y aura peut-être un twist dans les prochains numéros, mais bon, enfin, le fait qu'elle soit, je sais pas, l'élu avec des pouvoirs et que elle peut contrer des ombres qui la pourchassent en fait depuis des générations parce que voilà, c'est un truc antique. Tu le sens venir déjà quand même pas mal en vrai. Et j'ai quand même l'impression que c'est comme Berserker en fait, un comic qui dès le départ en fait était déjà, c'est-à-dire qu'avant même que l'on sache que ce soit adapté en série par Netflix, en fait je pense qu'il avait déjà pitché le truc à Netflix en leur disant vas-y, je vais faire un comics, vous êtes chaud pour l'adapter, et que nous on a une temporalité différente, mais que dans les faits en vrai le truc s'est fait c'est évident. ensemble. C'est évident. De toute façon, ces mecs-là qui ont ces contacts-là à Hollywood, en général, ils réfléchissent d'abord un projet en termes de ce qu'ils peuvent en faire à tous les niveaux. Après, je pense que c'est peut-être plus accidentel pour Keanu Reeves quand même. Ah non, mais le projet Berserker avait vraiment été teasé pendant très longtemps. À l'époque, ça devait être Nick Klein qui devait le faire, je crois. Et oui, je crois que je suis sûr de moi. Je crois presque sûr de moi. Donc, en l'occurrence, à mon avis, c'est plus Boom qui s'est dit on a Keanu Reeves, vite, démarchons. Mais pour Joe Anderson, c'est un mec qui lance des projets. Donc, de base, ça me paraît normal qu'il se soit dit j'aime bien faire des BD, je vais continuer à en faire. Là, j'ai cette idée qui est plus télécompatible que Skyward, qui du coup demande quand même beaucoup plus de moyens. Ouais. Et juste au niveau de la mécanique physique, de voir des personnages léviter, ça peut être plus ridicule en série qu'en BD. Il a dû se dire, ouais, bah, essayons de jouer sur le tableau. Clairement, Skyward, tu le fais en animation. Après aussi, il faut quand même dire que Lucifer, c'est un des plus gros succès de Netflix. Ils sont très contents d'avoir justement Anderson sous la main. Comme la série s'achève, c'est un petit peu comme pour David Fincher avec Mank, tu vois, où dès qu'il a fait Mank, ils lui ont dit bon, tu l'as fait, pour nous un truc ensuite, direct, tu vois, en mode on veut directement travailler avec toi, donc continue à produire. Donc il est possible que Netflix lui ait dit bah écoute, qu'est-ce que t'as en stock? Il a dit bah j'ai cette BD que je vais faire avec les Garbett, et ils ont dit ok, banco, et puis voilà quoi. Mais après, à mon avis, je pense pas qu'il va s'excuser de quoi que ce soit. Si tu prends par exemple la BD Kick-Ass, qui avait été réfléchie en même temps en film, ça, peu de gens le savent, Kick-Ass c'est pas une adaptation, hein. Kick-Ass c'est une BD et un film qui ont été faits en même temps. Et par exemple, tu vois, la BD est beaucoup plus violente que le film et tire d'autres conclusions par rapport à plein de personnages, pardon. Peut-être que ça va être pareil, peut-être qu'il va se dire bah, je suis plus libre sur la BD et la série je ferai un truc plus grand public. Oui, mais bah, justement, alors dans ce cas ça m'inquiète encore plus parce que la bande dessinée va pas non plus très très loin dans ce qu'elle raconte. Après, elle a de la force sur ses personnages qui sont bien écrits, en fait, les interactions sont naturelles et c'est vraiment sur le côté voilà, jeunes adultes, adolescents plutôt, en fait tu y crois, t'as vraiment l'impression de voir vraiment des personnages adolescents évoluer et tu sens pas que c'est quelqu'un qui a la quarantaine et qui essaye de se rappeler ce que c'était d'être ado. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Mais après, il n'y a pas grand chose, tu vois. Au-delà de ces personnages, par exemple, et forcément on refait la comparaison, mais Skyward avait un univers, un concept et tout ça qui était vraiment plutôt original, on va dire. Là, c'est pas original en fait, en termes de fantasy urbaine, de fantastique, tu veux dire. Ouais, de fantastique, pardon, ouais, de fantastique urbain plutôt. C'est vraiment pas ouf non plus. Et alors, si tu me dis que le comics en l'état, ce serait plus, le plus libre qu'une série, je me dis, mais la série, elle va raconter quoi? Enfin, c'est-à-dire que ce sera du sous-supernatural, et encore, tu vois. Après, moi, je t'avoue, très honnêtement, je m'en fous de la série. Enfin, mais moi aussi. Je vais pas la regarder, tu vois. Donc, je sais pas, ça dépend du casting, ça dépend des moyens. En vrai, si ça peut être dans le ton du comics qui a l'air pour l'instant d'être plutôt cool et que du coup ce soit pas une trahison comme ça l'a été pour Lock and Key. Moi, les séries d'horreur avec des ados, ça va, ça fait depuis 15 ans que j'en bouffe. Je pense que je peux m'en passer, tu vois, la vie est courte, il y a d'autres trucs bien à regarder. Mais non, mais c'est une question de goût. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Si vous aimez les séries d'horreur pour ados, avec des ados, pardon, allez-y. En plus, je dis ça, et moi, tu me fais Afterlife of Archie en série, je suis content, tu vois. Ça va le mépris culturel, là? Mais non, mais ça se passe bien. Juste, tu me dis, si on t'emmerde, hein. Oui, tu m'emmerdes. Avec notre truc d'horreur d'adolescent, là, tu nous le dis, hein. Mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'à l'inverse, j'aime bien ce genre de BD. Tu vois, quelque part, ça ne m'ennuie pas qu'il n'y ait pas un world building aussi énorme que Skyward, parce que déjà le mec peut se reposer et faire un truc plus juste sympathique, tu vois. Moi, ça me va si tu t'arrêtes à sympathique. Je dis pas que c'est un coup de cœur, mais je pourrais la suivre sans déplaisir de mois en mois, que voilà, tu vois. Après, si tu fais le comparatif, oui, lisez Skyward d'abord. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est de se rattraper. Cherche la merde, là, en fait. C'est de se rattraper. Tu veux qu'on se bagarre, là? Cherche la merde. Bah non, tu sais très bien que je devrais encore te jeter par-dessus le balcon, donc bon, ouais. Voilà. Ouais, ok, d'accord. À force, les factures de l'hôpital vont commencer à chiffrer. Corentin, on continue dans l'horreur.
et on continue chez Image Comics, mais pas avec la même équipe artistique, pas avec le même registre non plus, puisque là on est dans une horreur un peu plus viscérale. Hein. Oui, c'est une anthologie qui s'appelle The Silver Coin et qui nous avait marqué par son concept, puisqu'on avait quand même vu que pas mal de maisons d'édition se lançaient dans les anthologies. Anthologie en veux-tu, anthologie en voilà, anthologie mes couilles, tout ça, il y en a marre des anthologies. Et pourtant, The Silver Coin arrive à nous aguicher avec ce concept, puisque comparativement à d'autres anthologies en fait où les équipes créatives changent à chaque numéro, ou en tout cas parfois c'est un auteur qui va changer, enfin un auteur qui va rester mais avec différents artistes, là c'est un même artiste qui reste mais qui va adapter ses histoires et son style pour les auteurs et autrices avec qui il va collaborer. Donc ça s'appelle The Silver Coin, donc c'est Michael Walsh qui a eu l'idée, et le premier numéro d'ouverture est écrit par Chip Zdarsky, qui donc ouvre un peu ce concept très littéral, c'est-à-dire que The Silver Coin, il y a une pièce argentée qui arrivera dans chacun des numéros, qui est un petit peu la patte de singe, l'objet un petit peu maudit qui va t'apporter des choses que tu as vachement envie, mais avec une contrepartie un petit peu en retour, comme une certaine pierre de vœu dans Wonder Woman 84, sauf que là, c'est une bonne histoire. En tout cas, je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais Corentin, tu n'as pas trop aimé a priori, parce que dans ce premier numéro, on est donc le sujet, c'est un groupe de rock avec le guitariste notamment qui est très ambitieux, qui veut que son groupe des potes et que les gens arrêtent d'écouter du disco, puisque ça se passe dans les années 70, arrêtent d'écouter du disco et se remettent au bon rock bien vénère. Il tombe dans les affaires de Sadaron sur une pièce argentée et il s'aperçoit que quand il l'utilise en fait à la place d'un Mediator, son son devient le feu. Et voilà, que ça attire un grand public et tout ça, et donc il va continuer de l'utiliser, même si ça lui arrache un petit peu les doigts, il va continuer d'utiliser pour percer dans la musique, et bien entendu, ça va pas très très bien se finir. Son son devient le feu. Exactement, mais il ne faut pas trop en dire, Corentin. D'accord. Mais je croyais que tu voulais toi en parler, parce que moi j'ai pas forcément un avis très... Mais ni utile ni positif. Moi je veux savoir en quoi ton avis négatif sera aussi impertinent. Déjà, dans le sens qu'il sera pas pertinent. Là encore une fois, c'est personnel, j'ai jamais trop compris la hype autour de Chip Zdarsky. C'est-à-dire que moi, le mec était bon quand il faisait du comique et des blagues de Tinder, on va dire, mais le scénariste... Tu l'aimes pas sur Daredevil ? Je suis pas très fan, non. Je sais, c'est bien. Il y a plein de gens qui disent que c'est ultra bien. Mais c'est un peu le meilleur truc depuis Bendis, Dave Mali et tout ça. Que ça surpasse. Personne n'a dit ça. Que ça surpasse Miller. Personne n'a jamais dit ça. Attends, ça surpasse Jack Kirby. C'est beaucoup mieux que Will Eisner, votre habillé, Chip Zdarsky. Non, je trouve que Chip Zdarsky est pas un bon auteur sérieux. C'est pour moi ce qu'il fait est très plat. Je vois pas d'envolée, je vois pas de personnage, je vois pas d'un truc particulièrement qui m'aurait marqué. Il a pu m'arriver effectivement de trouver des qualités à son Daredevil, mais c'est parce que je pense que c'est un travail de copiste en fait. Les idées qu'il a sur Daredevil, c'est les idées de Bendis et Brubaker, mais appliquées avec juste d'autres trames scénaristiques. Il y a des bons dialogues, mais encore une fois, quand t'as lu... Après voilà, le problème c'est que je commence à avoir un certain âge aussi et que je commence à... plus les années passent, plus je lis, plus je m'aperçois que il y a eu des trucs super bien dans le passé et que forcément le comparatif est toujours dur parce que t'as une telle masse de très grandes BD hier que du coup aujourd'hui ça paraît forcément plus difficile. Là en l'occurrence le personnage principal m'agace, tu vois, il m'horripile, je trouve il est vide, il est creux, il est une tête à claque. Le concept du mec qui veut ramener le rock à la mode en pleine phase du disco, je sais pas bro, c'est bien le disco aussi, ferme ta gueule en fait. Et je t'avais prévenu. Et voilà, après le dessin il est top. Pour le coup, il y a vraiment des très beaux effets. Walsh il est en feu, effectivement. Ces espèces de nuances de violet et de rose, surtout le numéro, sont assez agréables. Mais je sais pas, déjà j'ai du mal à comprendre comment tu peux jouer de la guitare avec une pièce de monnaie. C'est parce que t'es pas guitariste. Voilà, c'est ça. Je vais te montrer après. Parce que tu vois, le pic, techniquement, c'est pointu. Tu vois, le Mediator, c'est pointu. Donc là, je trouve ça ridicule. C'est une guitare électrique, hein, donc c'est pas comme avec une guitare. C'est nul, c'est de la merde. Enfin. Non, mais si tu vois là, c'est juste, je vois en fait le côté les contes de la crypte, je vois le message classique de ce genre de série d'horreur, en plus d'anthologie, où le côté ton égoïsme va te pourrir la vie grosso modo, et puis oui, il y a un prix à payer. Mais là, en l'occurrence, j'accroche pas au personnage. La thématique de l'intrigue, parce que je ne suis pas un rocker, et parce que je trouve que ça reste quand même très archétypal, m'a pas saisi. Donc j'attendrai de voir le prochain ou la prochaine scénariste. C'est Kelly Thompson sur le deuxième numéro. Ah, bon, tant pis, je prendrai la suivante du coup.
Ah ouais, toi, t'as décidé de m'énerver Non, mais aujourd'hui. les croutonnards de Marvel, ça commence à m'agacer un peu, effectivement. Mais respect à Mais- Kelly qui a fait des très bons Hawkeye, il fut un temps. Toi Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de très bien, Kelly Thompson? Mais son Captain Marvel est très bien. Ouais, très bien. Je suis désolé, hein. Je voulais pas en parler, tu vois, tu tends le C'est sel. West Coast Avengers, c'est beaucoup trop marrant. Je Mais trouve si. ça naze. Mais non, c'est Oh, vachement mais drôle. c'est un plagiat de Bendis, c'est que de la punch tout le temps. Mais c'est l'héritière. Repose-toi et raconte C'est une une intrigue. héritière de Bendis. Sans Jessica Jones, c'était vachement bien aussi après. Ah oui, ça par contre, il faut que je le rattrape, ouais. J'ai de grands espoirs. Mais non, mais peu importe, je voulais juste dire grosso modo que là, en l'occurrence, j'aime bien le dessin de Michael Walsh. C'est vrai que son Deadpool Donc je est- reviendrai pour les autres propositions artistiques, si tant est que celle-ci soit plus intéressante. Voilà. Bah surtout que le second numéro, ça devrait te plaire. C'est parce que, alors certes, c'est écrit par Kevin Thompson, mais vu la preview, ce sera une sorte d'hommage à Vendredi 13, parce que c'est clairement Voilà. ça se passe dans un camp de Avec une vacances, scie, machin, donc ça a l'air super chouette, quoi. Mais ouais, effectivement, ton avis n'était pas ultra Ouais, je t'ai intéressant prévenu, ni hein. pertinent. Mais voilà. Donc, bah déjà, Je l'avais dit. sur tes goûts musicaux, on a déjà compris que c'était pas non plus J'aime beaucoup le rock. très fédérateur. J'aime bien le disco aussi. Ouais, mais J'aime les voilà. deux. Mais, Ouais. par contre, c'est vrai que le personnage, je comprends pourquoi il t'a paru agaçant. Moi, j'aimais bien ce côté un petit peu énervé et surtout d'envoyer chier, en fait, parce qu'il est absolutiste, en fait, dans ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il veut arriver à quelque chose et il refuse de se compromettre, en fait, jusqu'à un certain point. Et en soi, moi, j'aime bien cet état d'esprit, tu vois, cette vision qu'il a. Donc, il y a quand même un passage où, grosso modo, un mec d'un label de disques sur lequel il a grave envie d'être, parce que lui, justement, il vise pas à rester juste un amateur, à jouer dans un bar tous les vendredis soirs, vient le voir et lui dit ce serait bien que on te signe, mais que tu adoucisses un petit peu, justement, pour que ce soit un peu plus pop, je sais pas quoi, et avant même qu'il ait fini de sa phrase, tu vois, il lui fait fuck you, tu vois, mais genre bien vénère, et je sais pas, moi j'aime bien cet esprit punk un petit peu. Mais c'est là que je capte pas le truc, c'est que s'il a la Silver Coin, pour moi, c'est pas. Enfin, le En fait, fait la qu'il joue Silver- tellement bien devrait dire au mec: ah, c'est vrai que le disco c'est bien, mais t'es tellement un putain de bête de rocker que je vais te faire. Il y avait encore du rock qui était signé dans les 70s. Ouais, mais en l'occurrence, c'est juste que ça rend son son détonnant, mais détonnant quoi qu'il fasse, en fait. Et donc, ce qu'il veut, c'est juste adapter un truc qui est vachement bien. Et par exemple, tu vois, on va dire que je serais un saxophoniste incroyable, tu vois, mais que je fais que du jazz. Bah, t'auras le mec qui viendra me voir, il me fait, ouais, je veux bien, mais par contre, je veux que tu fasses de la soul, tu vois. Et parce que ton son il est bon, mais tu peux l'adapter sur un autre style. Bah là c'est pareil, tu vois, il voit le son de la guitare, il fait c'est vachement bien, mais si tu pouvais faire une reprise de Get Lucky, tu vois, ce serait mieux. Donc c'est un peu comme ça qu'il le voit, je pense. Probablement. Mais donc bah moi j'ai bien aimé, voilà, tout Je simplement. comprends très bien. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas retentissant d'originalité, parce que effectivement ces histoires qui finissent mal, je veux dire depuis gamin avec les chars de poule et les Fais-moi peur, on en a eu des tonnes, les peurs bleues aussi de Aristine qui étaient vachement cool. On en a eu plein des comme ça. Non, Peur bleue, c'était une collection en fait, une collection avec un petit bandeau bleu et un crâne de tête de mort, et c'était en fait la version un peu plus ado de chars de poule qui était pour les jeunes lecteurs en fait. Je connais pas. Ouais, non. Si, bah, tu verras. C'était chez J'ai lu, je crois. Collection Peur bleue, J'ai lu de R.L. Stine, donc qui était la version un peu plus vénère des chars de poule. Il fait des comics d'ailleurs, R.L. Stine maintenant. Oui, et il les adapte même en série Disney+. Putain. Ça arrive. C'est relou. En tout cas, je suis vachement. Ce que je disais un petit peu en off avant qu'on enregistre, c'est que c'est plutôt encourageant, en tout cas, parce que notamment Michael Walsh, ouais, il est ouf, et que la scène de fin, elle a quelque chose de tétanisant et bon, par contre. d'un très bon moment d'horreur visuelle qui, clairement, passe très très bien. Mais c'est vrai que sur le concept et sur pour voir si l'idée artistique se réalise vraiment, impossible de le faire avec un seul numéro, puisque l'idée c'est qu'il va devoir adapter un petit peu son dessin ou sa narration en fonction des auteurs et des autrices qui l'accompagnent. En tout cas, le Vendredi 13 par Kelly Thompson, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner. Donc ça reste quand même une bonne lecture. Clairement, c'était pas décevant. Ensuite, on va faire un tout petit tour du côté des Big Two, après avoir fait une bonne partie de ce podcast en indé. Donc on passe d'abord du côté de chez DC Comics, qui publie une nouvelle mini-série sur un personnage qui n'a pas été trop mis en avant ces derniers mois. C'est un personnage assez mineur au final, d'ailleurs, dans le catalogue de l'éditeur de lettres. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Batman.
Ça me dit rien. Non. Ah si, c'est pas le Moon Knight de DC. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un petit peu ça, quoi. Bah, c'est bien de mettre en avant des petites figures secondaires, je trouve un peu dur. C'est cool. Non, mais franchement, tu sais, tu vois tout le temps les mêmes en Bushbug, la question, Booster Gold. Il faut un petit peu ramener, tu vois, il faut ramener des petits gars derrière le catalogue. C'est comme ça, Vertigo s'est lancé comme ça, tu vois. C'est vrai. Pendant 80 ans, personne n'a fait Superman, ils ont dit, on va ramener Superman. Et c'était pas si mal, tu vois. C'est vrai. Un peu non, chiant, parce qu'il y en avait un petit peu marre. En plus, tu sais, ils avaient que des séries, Zatanna, Swamp Thing, tu vois, Legion of Super Heroes. On peut faire lui durer la blague très longtemps. Ouais, c'est ça. Mais et moi, j'aime bien parce que alors, pour te refaire, grosso modo, l'idée, c'est que c'est un type qui est milliardaire, qui est fils de milliardaire, et ses parents sont fait assassiner dans la rue. Et du coup, il jure que ça ne se reproduira plus, tu vois, qu'il n'y aura plus de meurtre et tout dans sa vie. Et un jour, il y a une chauve-souris qui pète dans son balcon comme ça, et il dit Yes, father, I shall become a bat. Et, c'est pas mal ça. C'est pas mal comme idée. Je vois la scène, là, j'imagine un petit Mazouk dessus, et ça pourrait être pas mal. Ça pourrait rendre un truc. Mais non, mais il y a quelques auteurs qui pourraient faire des bonnes choses dessus, tu vois. Bon, alors c'est vrai que Neil Adams, il est un peu vieux maintenant, tu vois, mais ça aurait été cool qu'il passe sur le personnage, tu vois. Il aurait pu créer un super vilain qui s'appelle. Même Frank Miller, je sais pas si tu te souviens de Booster Gold Returns. Ouais. Tu vois, si tu mets ça avec le mec dont tu me parles là, ça aurait pu être vraiment pas dégueu à la place. C'est vrai que Booster Gold Returns, c'est quand même bizarre, tu vois, c'est un peu un coup manqué. Ouais, c'est vrai, c'est pas ouf. Bref, trêve de conneries, d'ici, voilà, qui a 13 séries, 13 publications régulières Batman, dans les mois qui arrivent. C'est presque autant que le nombre de séries Spider-Man chez Marvel. Je crois que même Marvel fait pas autant de forcing sur Spider-Man, quoi. Donc c'est-à-dire, mais on en reparlera dans un front page. En plus, on dit 13 séries Batman, mais on pense aussi aux à côté. Ah non, on les exclut parce que voilà, Joker, Robin, Catwoman et tout ça n'est pas rentré. Waouh. Voilà, DC, c'est la boîte Detective Comics. Oui, tout à fait. Ils sont revenus au sigle original, effectivement. Et pourtant, ils ont quand même des propositions qui ont l'air intéressantes, puisque ce dont on parle maintenant, c'est Batman The Detective de Tom Taylor et de Andy Kubert. Donc, Andy Kubert qui avait notamment dessiné le Dark Knight 3, The Master Race, avec Frank Miller et Brian Azzarello. Tom Taylor, c'est le faiseur de miracles de DC, qui a fait donc les Injustice, qui a fait Deceased, qui a fait un très bon run de 12 numéros sur Suicide Squad, qui reprend Nightwing et qui a déjà délivré un très bon numéro. Je sais plus si le deuxième est déjà sorti ou pas. J'ai pas pensé à checker. Donc voilà, un bon auteur, Tom Taylor. Et donc, là, on lui donne une mini-série. Alors, c'est pas dans le Black Label, mais un petit peu prestigieuse. Au départ, il y avait même l'idée que c'était peut-être un préquel inavoué au Dark Knight de Miller, puisque c'est ton idée. C'était mon idée. Mais parce que à la base, ça s'appelait Batman The Dark Knight. Et ça nous présente un Batman qui est censé avoir quand même de la carrière, un Batman un petit peu vieillissant. Donc clairement, l'un dans l'autre, tu voyais quand même l'idée que ça pouvait être l'avant Batman complètement vieux. C'est très clairement un hommage à Frank Miller. Graphiquement, il y a des il refait aussi un petit peu. De toute façon, Andy Kubert avait déjà adapté son style sur DK3 pour ressembler à du Frank Miller. Et là, il l'a gardé. C'est ce style-là qu'il a gardé. Mais en vrai, c'est une vraie préquelle à DKR. Mais non, parce que dans DKR, Alfred est encore en vie. C'est vrai. Et là, en l'occurrence, ça se passe dans la continuité probablement actuelle, où du coup Alfred est toujours sorti en VF, c'est ça, Alfred est mort. La mort d'Alfred est sortie en VF maintenant. Oui. Donc là, effectivement, on voit un Batman qui est plus bulky et qui effectivement fait un peu plus âgé, mais c'est peut-être juste le trait de Kubert qui le fait comme ça, mais techniquement, dans DKR, du coup, Alfred est encore en vie, donc là, ça peut pas être dans la continuité. Par contre, il y a vraiment des vraies références. T'as des semelles de godasses, t'as des cases interstitielles où tu vois Batman entièrement noir avec juste ses yeux blancs, t'as les grosses patates, t'as des plans vraiment en déporté, des plans horizontaux où tu vois vraiment la silhouette à la Frank Miller, Ouais. Il est massif, il met des patates, mais ce serait une sorte de Dark Knight qui aurait croisé Batman the Brave and the Bold, on va dire, tout le point un peu Batman UK, c'est un Batman qui va faire le chevalier au Royaume-Uni. Donc là, il travaille avec le MI6, Interpol et tout, pour comprendre pourquoi une sorte de... Alors pareil, très millerien, des terroristes, donc de vrais terroristes qui font cracher des avions, se font passer pour des anti-Batman, c'est-à-dire qu'ils sont déguisés en Batman, mais blancs. Voilà, et donc ça donne des scènes de combat assez jolies. Je dois être honnête, j'ai pas trop compris ce qu'il essayait de me dire avec ce premier numéro, qui est agréable à lire au demeurant. Effectivement, si on aime la saga DK, et particulièrement DK3, si on aime vraiment DK3, on est très servi en termes graphiques, c'est-à-dire que Kubert s'amuse à faire du décalque.
et récupérer même les mêmes teintes de couleurs qu'il utilisait à l'époque. C'est assez joli, c'est assez musclé, ça envoie du bois. T'as un Batman qui est à la fois très parodique et très conscient de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'à un moment donné où Knight lui demande tu as fait un truc pour l'impressionner, il fait non, je sais pas de quoi tu parles. Et elle dit enfin un Batman. Et il répond j'ai tabassé un fantôme. Et là du coup tu sais, il sourit en mode je suis quand même Batman, tu vois, je suis stylé. Là c'est plutôt pas mal foutu. Il y a des références aussi à l'opinion de Frank Miller sur le Chevalier Noir, par exemple, sur le côté il envoie des Robins trop jeunes à la guerre et tout. Ouais, carrément. Et il y a ce côté je suis fourbu, j'ai lutté pour ma ville, ça a rien apporté, j'ai pas fait baisser le crime, etc. Donc je me casse pour de bon. C'est là que du coup j'ai du mal à le situer dans la continuité actuelle, même si de toute façon elle est un peu éclatée en ce moment. Ouais. Par contre, l'intrigue avec ces espèces de terroristes inspirés par Batman, critique de l'action de Batman, etc. Et le côté que quelqu'un essaie d'inverser ce que j'ai pu faire de bien dans ma carrière, j'avoue que je vois pas trop vers quoi il va, parce que là pour l'instant c'est quand même à la fois très classique, très hommage et pas très personnel. Enfin, j'ai du mal à reconnaître le Taylor justement qui s'approprie un univers. Là, on sent qu'il est dans l'hommage et on sent qu'il est un peu dans le gimmick justement du côté Batman qui va au Royaume-Uni, qui a tous ses gadgets, qui combat du folklore anglais, etc. Mais honnêtement, je trouve que c'était une lecture agréable. Tu vois, c'est juste, c'est plus un blockbuster un petit peu estival, un petit peu délire, un petit peu fanfiction, on va dire. Plus que vraiment une histoire à part entière comme pouvait l'être Hellblazer Rise and Fall, où là tu sens qu'il va chercher du côté de Constantine pour trouver un truc dans son passé et tout. Là c'est vraiment juste Batman qui va en Angleterre, qui pète des terroristes qui lui ressemblent, quoi. Donc faudra voir. C'est fait plus au niveau scénaristique, ça fait plus Batman Europa, je trouve. Oui, parce que déjà il va en Europe, en Europe, ouais. Même ce côté, tu sais, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Et il y a vraiment cette espèce d'entre-deux. À la fois, on veut faire du Frank Miller, à la fois, on veut faire un truc qui n'est pas totalement dans les Frank Miller. Du coup, je sais pas trop. Je dirais quand même, lisez-le, parce que Tom Taylor et Andy Kubert, c'est quand même une belle affiche. Il y a des bons dialogues, il y a des très belles scènes d'action. Si vous êtes, voilà, comme moi, un amoureux de Miller, ça régale. Mais... L'ouverture, elle est impressionnante, je trouve, quand même, en gestion de l'attention et tout ça. Le son parachute est bien fichu. Même le combat dans l'hôpital, tu sais, où justement, pareil, il y a les mêmes scènes de chute avec un hommage. Pour le coup, c'est incroyable. C'est vraiment, mais je pense que je pourrais faire un dossier où je prendrais case par case quel hommage c'est à Miller, parce que quand il combat les trois mecs Batman, etc., c'est vraiment un hommage à une couverture de Frank Miller sur Wolverine, où Wolverine combat des ninjas, et c'est exactement le même dispatch de personnages qu'il faisait aussi dans Electra aussi, avec l'espèce de marée humaine de corps qui se croisent et tout. Mais en fait, voilà, au-delà de l'hommage, je vois pas ce qu'ils vont raconter pour l'instant. Donc, je suis curieux. Mais parfois, est-ce que l'hommage se suffit-il des fois? Oui. Si c'est un projet pour faire hommage. Pas, oui. Non, mais pourquoi pas? Je te dis, moi, je suis pas contre en demeurant. C'est juste là, je m'attendais à être plus emballé que ça. Tu vois, compte tenu de la proposition du côté Batman il y avait pas assez de papier, du coup, peut-être. Extraordinaire. Franchement, c'était pas mal. Et ça, c'est pour ça que t'es rédac chef. Ouais, à ton tour. Non, le problème, tu vois, moi, je te fais pas le reproche de quand tu t'étends trop de dire après, ouais, mais j'ai plus rien à avoir à dire, t'as déjà tout dit. Puisqu'en l'occurrence, en plus, justement, quand on est sur ce genre de bouquin qui est dans l'hommage à Frank Miller, où tu le vois et tout ça, j'ai pas envie de faire la compétition avec toi, tu vois, t'es le plus grand niqué de Frank Miller que je connaisse. Et pourtant, il y a bien pire. Il y a bien pire. Il y a des gens qui prennent Oli Terror au premier degré, tu vois. Oui, non, mais c'est-à-dire que voilà, je veux pas essayer de faire la compétition dans ton analyse là-dessus. Moi, ça m'a plu. Clairement, dans ce que j'ai lu, je ne trouve pas que ce soit incroyable. Après, j'ai de plus en plus de mal à réussir à me fédérer en fait sur des projets Batman, parce qu'il y a cette profusion, parce que on fait de quelque chose d'exceptionnel en fait une habitude, et voilà, quand t'as une dizaine de titres en parallèle, ça devient compliqué de vraiment réussir à déceler qui a le projet d'auteur qui est vraiment le plus intéressant, et où se trouve la limite avec vraiment la commande et l'histoire que tu veux raconter. Et je doute pas que Tom Taylor soit un scénariste et que c'est un auteur et qu'il a des choses à raconter. Là, pour l'instant, il y a rien qui sort vraiment de la masse. Tout est pas mauvais, enfin il y a des trucs qui sont très mauvais, mais tout n'est pas forcément très mauvais. Mais tu vois, à l'époque de New 52, tu pouvais isoler au moins Batman et Robin et La Cour des Hiboux comme les deux trucs vraiment qui sont indispensables. Après, plus tard, il y a eu Detective Comics avec Manapul Buccellato, etc. Que là, actuellement, je saurais pas dire si vous êtes fan de Batman, suivez ce truc-là particulièrement, c'est le meilleur truc qui sort en ce moment, tu vois. Il y a Black and White, quoi, mais à part ça, je trouve que... Oui, mais encore, Black and White, tu le picores et tu
tu l'apprécies pour ce que ça C'est une racontait, saga, tout ça, ouais. mais voilà, ça reste une anthologie de cours d'histoire. Il faut quelque chose sur lequel tu t'impliques. Mais Batman Catwoman, quoi. Mais Ouais, même ça, c'est pas non plus. c'est pas aussi dingue que ça aurait pu l'être. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est. The Next Batman, j'ai pas encore démarré la série Digital First, mais au final, c'était quand même C'est pas incroyable. pas incroyable. Non, c'est pas incroyable. C'est bien, c'est pas incroyable. On l'avait dit dans le bilan Infinite Frontier. Le Batman de James Tynion 4, c'est pas vraiment ma cam. Moi non plus. Mais si t'as. Non, je pensais à autre chose qui était beaucoup plus vieux. Non, mais laisse tomber. Non, mais moi, le prochain que j'attends, c'est le Batman reptilien de Garcenis. Hein, Voilà, tout à fait, exactement. C'est pas pour tout de suite. Mais là, après, peut-être qu'il va dégainer sur un truc genre Batman en armure de chevalier, tu vois. Enfin, il y a peut-être moyen. Parce que vu que Tom Taylor, non, bien sûr, c'est sûr que là, il fait tu vois, Batman, il fait Batman en Angleterre. Le numéro d'après, il fera peut-être Batman à la plage. Après, il fera Batman à la montagne et tout. Ça peut être cool. La hein, plage, moi, ça m'intéresse, tu vois. Ouais, je le vois pas trop. non plus. Ce qu'il foutrait là. Ça pourrait être rigolo, tu sais, avec une petite chemise à fleurs et tout. Il y avait eu Morrison un numéro. avait fait ça, je crois, ça. Non, mais Tom King avait fait un numéro par contre où il est à la plage avec Selina Kyle. Ouais, Ok. c'est trop. Je me souviens plus. Ah si, oui, tout à fait. Dans l'Arc Nightmare ouais, et tout. Ça. Ouais, Qui était extraordinaire. hyper stylé. Bref, du coup, c'était pas trop mal, mais voilà. Publiez moins de Batman, s'il vous plaît. On parle plus spécifiquement à DC. Et peut-être qu'on arrivera à s'emballer un peu plus. Tout à fait. Parce on aimerait bien. Oui, il m'en reste papier. Parce qu'on aura Emballé, papier. Pas mal. C'est pesé. Allez, on termine avec le gros morceau, le gros costaud. Daniel Warren Johnson qui débarque chez Marvel pour son premier travail chez eux sur une mini-série Beta Ray Bill qui s'inscrit un petit peu dans la continuité actuelle parce que ça prend clairement ses racines dans le King in Black de Donny Cates, mais heureusement on va assez vite s'en éloigner pour que Daniel Warren Johnson puisse raconter son histoire. Grosso modo, c'est surtout la quête pour ce dernier de retrouver sa hache Stormbreaker qui lui permet de retrouver une apparence humaine de temps à autre puisque vu que Thor le lui a cassé, il est coincé dans sa forme chevaline et ça lui pose quelques problèmes, notamment pour pouvoir faire des trucs avec son zizi. Et ça, c'est très très triste. Et Arnaud ne rigole pas, effectivement. C'est super triste. Bah si, il peut utiliser son C'est super triste et pour le coup, c'est quand même vachement chouette de voir la sexualité de ce personnage abordée dans un comic book connaissant les positions générales des Big Two sur le thème de la quéquette qui justement habituellement ne sont jamais évoquées. Donc Corentin, c'était de la frappe. C'était incroyable, c'était super cool. Rien à dire, Daniel Warren Johnson, c'est toujours une bête. En tout cas, en termes de mise en scène, voilà, l'ouverture. Au début, j'avais quand même peur que l'ouverture ne se limite qu'à ça, c'est-à-dire qu'on soit vraiment dans une mini-série qui serait un tie-in déguisé à King in Black, puisque voilà, grosso modo, Beta Ray Bill doit défendre Asgard contre un Fin Fang Foom qui est nullisé, donc qui est tout noir avec le logo de Knull sur son front là. Mais je t'avoue, la bagarre, elle était... Enfin, elle me rappelle à chaque fois comment ce mec est beaucoup trop fort pour les suspensions de temps, c'est-à-dire à faire des actions où tu ressens toute la puissance de ce qui se passe avec des aides, voilà, avec des échelles de puissance qui sont complètement démentielles, et il arrive vraiment à te le mettre par le dessin, à te faire figer certains moments et à te les faire réaccélérer après, et t'entends vraiment le bruit des explosions, des coups qui se prennent et tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui est complètement fabuleux là-dedans. En plus, avec le contexte asgardien, il se permet aussi d'avoir en explorant un peu le passé de son personnage, de dessiner des vaisseaux spatiaux, parce que c'est aussi un bon délire. Moi, j'ai l'impression un petit peu de retrouver le Daniel Warren Johnson de ces petits numéros sur Star Wars, ou même de Space Mullet, qui était beaucoup plus SF. Voilà. Et à la seconde moitié du numéro, en fait, on voit que la direction part vers autre chose, qu'on va être dans une quête un peu plus introspective et une quête un peu plus personnelle, et qui permet à Warren de se détacher de la continuité de King in Black surtout. Et ça me fait déjà juste plaisir, parce que je me dis qu'on va avoir des surprises, en tout cas qu'on va avoir un cheminement, parce que j'avais vraiment peur au début de me dire ça va être du bon Daniel Warren Johnson dans le dessin, mais en termes de propos ça va être le moins personnel et ça risque d'être le moins bon dans ce que ça raconte. Je revois un petit peu mon jugement. De toute façon, le truc qui caractérise le style de Daniel Warren Johnson, au-delà des gros monstres et des batailles épiques, c'est aussi la dépression. Il y a toujours un spleen dans ces histoires. Le spleen plus que la dépression, ouais. Enfin oui, quand je dis dépression, je veux pas dire qu'il est roulé en boule sous une table à pleurer. Je veux dire que, enfin non pas que ce soit la vérité des gens qui sont en dépression, mais ce que je veux dire, c'est que ces personnages ont toujours une sorte de petite déprime quotidienne, en fait. Tu vois, il y a un truc qui leur manque, il y a quelque chose de grave qui leur est arrivé, ils ont du mal à s'en remettre. Tu vois, dans Murder Falcon, c'était le cas.
Extremity aussi, c'est pas non plus très joyeux. Et effectivement, le plus évident pour comparer à Beta Ray Bill, c'est bien sûr Space Mullet, qui est justement pareil, l'aventure d'un routier spatial, on va dire, qui pareil a des problèmes d'ego, a des problèmes de confiance en lui, a des problèmes à sourire, on va dire. Donc là, évidemment, le fait de mettre en scène comme ça l'impuissance sexuelle ou l'inassouvissement sexuel de Beta Ray Bill fait que tout de suite tu reconnectes à ce qu'aime bien faire Daniel Warren Johnson, c'est-à-dire qu'il aime bien les héros brisés. Il aime bien les héros qui justement ont du mal à trouver leur dose d'héroïsme. Alors certains y arrivent par la musique, d'autres à travers la famille, d'autres à travers la colère parfois pour Wonder Woman. Là en l'occurrence c'est vrai que quand ça commence, moi j'avais vraiment peur que ça soit trop tie-in à Marvel. Je pense que Warren il est fait pour Johnson il est fait pour justement faire des trucs dans son coin qui dérangent pas et où on le laisse s'exprimer. Ouais. Donc quelque part ça me déçoit un peu justement que ce soit pas vraiment ça de base, parce que quand j'ai vu le Think Fang Foom analyser, j'étais en mode genre ils nous font chier. Mais bon, c'est Donny Cates qui est aux commandes de Thor, c'est sûrement lui qui a ramené, ils avaient fait The Ghost Fleet ensemble, c'est sûrement lui qui a ramené Daniel Warren Johnson en major, enfin chez Marvel, pour lui dire regardez il avait fait Wonder Woman, acceptez-le, c'est un pote et tout. Donc il se fait des passes décisives, maintenant c'est lui qui gère Thor, donc évidemment c'est connect, enfin les deux sont connexes. Ouais, il a pas eu tort de faire ça. Ouais. Ensuite t'as donc la scène d'intro. Connard. Donc la scène d'intro, c'est nul. Non, nul, c'est mais nul, c'est dans King in Black. Encore plus nul. Donc t'as la scène d'intro qui est vraiment géniale pour le coup. Où tu sais, il se repaille un peu en mode vas-y, je vais en guerrier. Il sort, elle est d'ici, il fait My Lady, après il crie Soldiers of Asgard et tout. Ouais. Puis là vraiment tu vois les patates de tu vois la scène façon le Seigneur des Anneaux, tu sais, où le gouffre de Helm va être attaqué, ou les soldats de Minas Tirith, oui, il met des pains. Oui, Arnaud, il met des pains. Il croûte la tête. Et honnêtement, ouais, voilà, c'est moi ce que j'attends un petit peu des comics mainstream de cette catégorie-là. Tu sais que récemment, je me suis remis pour préparer, enfin, longtemps en avance, pour me préparer à Thor 4. Je me remets à lire du coup le Thor de Jason Aaron. Ouais. Le God of Thunder par Essa Beach et tout, c'est exactement la même énergie. C'est Arnaud fait un geste de magnifico. C'est incredible. Et voilà, sur Thor, moi c'est ça que je veux. Tu vois, je veux vraiment ce genre de délire vraiment très barbare, très viking, très épique, très lyrique quelque part, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement, avec cette promesse d'explorer un peu les origines de Bill. Moi, j'ai pas lu le run de Walt Simonson, je vais pas m'en cacher, donc je connais très peu ce personnage, je l'ai beaucoup croisé, mais j'ai pas vu vraiment son évolution à travers les premières décennies. Du coup, je suis assez curieux. Effectivement, c'est bien de voir aussi que du coup, on considère que Johnson est miscible avec l'univers Marvel. Donc peut-être que c'est la perspective de le voir sur d'autres trucs ensuite. Et ouais, enfin, il n'y avait pas de doute, de toute façon, à part de ton côté, bien sûr, car tu es un homme de peu de foi. Il n'y avait aucun doute, ça devait être de la frappe, et c'est de la frappe, sans surprise. Je suis pas un homme de foi, parce que moi je suis très cartésien. Exactement. Mais bref, voilà. C'était trop bien. Et donc, si on n'avait qu'un seul titre à vous recommander de tout ce back issue, ce serait celui-ci. Ouais, alors si du coup on devait faire un truc, moi je dirais Project Patron. Beta Ray Bill évidemment, et The Detective, franchement je considère que vous allez l'acheter, que je vous le dise ou non de toute façon, parce que c'est Tom Taylor et qu'en France il est très hypé, donc à la limite passez une tête sur Shadecraft, regardez si c'est votre délire, sinon le reste, ouais, je pense que c'est dispensable. Très bien, c'est pensable du coup. Et parfait. Et donc on va conclure là-dessus. Jusqu'au bout, ça ne s'arrête jamais, c'est un festival. Il n'y a pas de fin là. Ce qui est horrible, c'est que c'est pas filmé, donc vous voyez pas comment Arnaud sourit et est fier de lui quand il fait ce genre de blague, mais il est tellement content. Regardez, il est tout content là. Genre, c'est pensable. C'est le talent. C'est le talent de l'humour, ça, Corentin. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On va conclure ce podcast là-dessus. On espère que ça vous intéresse, qu'il y a des comics que vous irez lire. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous êtes lecteur ou lectrice VO et que vous avez choisi ces quelques comics dans votre sélection, ou dites-nous simplement lesquels vous souhaitez ardemment voir arriver en VF, sachant qu'il y en a à peu près au moins 2 de sûr qu'on verra arriver en VF. Ça, c'est The Detective et Beta Ray Bill, c'est sûr que ça arrivera en VF chez les auditeurs respectifs. Shadecraft aussi. Donc, je sais pas, en vrai, je suis même pas certain. Donc, à voir pour les autres, mais on espère tout simplement que ça vous montre aussi que, voilà, comme toujours, il y a plein de choses intéressantes à décortiquer en mainstream comme en indé. À bientôt pour le prochain podcast. Salut.